chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulen à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons sortir donc des réactions de la Chine face au conflit israélo-palestinien qui dure et qui s'étend et qui s'aggrave. Donc nous allons parler dans les 3 dernières émissions longuement de la manière dont cela a été perçu en Chine et ce que ça signifiait quant à la position géopolitique de la Chine au Moyen-Orient par rapport à l'Iran notamment. Et ici, on va revenir en fait sur l'articulation de la géopolitique chinoise avec une Asie plus proche, avec l'Asie centrale et plus généralement avec un projet qui est finalement le projet développemental clé de la Chine contemporaine, de la Chine de Xi Jinping, à savoir donc les routes de la soie. Alors, on va ici faire un petit retour sur un sommet qui s'est évidemment passé le mois dernier, qui n'est plus de l'actualité la plus récente, même si certains de ces projets, on va l'évoquer, ont des répercussions encore, on va dire, cette semaine-là. Dans cette semaine qui vient de s'écouler, il y a eu l'inauguration du premier TGV de l'Indonésie qui a été financé par la BRI. Alors ici, de quoi on va parler donc du 3e forum des routes de la soie, 3e forum des routes de la soie qui a été donc organisé évidemment par la Chine à Pékin et ce qui a évidemment dirigé l'attention collective, c'est la présence de Vladimir Poutine aux côtés de Xi Jinping. Vladimir Poutine qui ne peut se rendre dans aucune autre région du monde sous peine de se faire arrêter puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale qui avait été émis le 17 mars 2023 pour crime de guerre impliquant non seulement les victimes du conflit, mais surtout les déportations de force des enfants ukrainiens. Donc, malgré ce pédigré, pour le moins douteux, c'est bien Vladimir Poutine qui était l'invité d'honneur des routes de la soie. Alors, routes de la soie vers lesquelles ont convergé donc 23 dirigeants de différents pays. Alors c'est moins que le dernier sommet, l'avant-dernier sommet. Donc il y a une certaine décrue au nombre des dirigeants qui sont présents. Et surtout, évidemment, cette année, du point de vue européen, c'est l'absence de l'Italie qui vise à sortir des routes de la soie. Et au niveau européen, ce qui remplace, c'est la Hongrie et la Serbie. Hongrie et Serbie qui sont exactement comme on peut le voir tous les deux en froid, en fait, en délicatesse, en tension avec l'Europe ou avec l'Union européenne dans le cas de la Hongrie et qui sont en fait assez proches de la Russie de Vladimir Poutine. Donc on voit que ici ce que ça montre déjà, ce dernier sommet des routes de la soie, quant à l'Europe, ce que ça montre, c'est que finalement les routes de la soie ont perdu de leur attrait du point de vue européen et même sont dans une sorte rencontre une sorte de résistance du point de vue des partenaires européens. Donc les dirigeants qui étaient présents pendant ce sommet, c'était ceux de l'Argentine, du Cambodge, du Chili, du Congo, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Hongrie, de l'Indonésie, du Kazakhstan, du Kenya, du Laos, de la Mongolie, du Mozambique, du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Sri Lanka, de la Thaïlande, de l'Ouzbékistan, du Vietnam et de la Serbie. Donc on a déjà parlé de la Serbie et de la Hongrie. On a évoqué aussi le cas de l'Indonésie qui, évidemment, il y a un article récent dans le monde de Brice Petroliti sur ce sujet-là. Les BRI sont très présentes en Indonésie.
Même si, par ailleurs, l'Indonésie et la Chine sont en tension à travers du fait, toujours la même chose, du fait de la pêche illégale des pêcheurs chinois dans ce qui est normalement, ce qui relève des zones économiques exclusives de l'Indonésie, mais une part des zones économiques exclusives de l'Indonésie sont aussi, on va dire, réclamées par la Chine comme faisant partie de son territoire maritime soi-disant historique. On sait que cette prétention historique à 87% de la mer de Chine du Sud a été déclarée invalide par la plus haute instance juridique internationale qui s'occupe de ces affaires-là, donc le tribunal de La Haye. Ici, il n'y a pas on va dire, on n'est pas dans le même climat qu'entre la Chine et les Philippines, où là on a vraiment des tensions extrêmement dures. L'Indonésie cherche à jouer un peu sur les deux tableaux, d'autant que sa population musulmane est finalement ici rencontre un terrain d'entente avec la Chine actuelle, puisque la Chine actuelle a pris fait et cause pour le Hamas dans le conflit qui oppose le Hamas à l'armée israélienne. Donc, on voit qu'il y a aussi d'autres pays, des pays comme le Pakistan, et à ce niveau aussi, un récent article de Raffaello Pantucci dans le Guardian qui montrait qu'en réalité, malgré tous les effets d'annonce, le BRI au Pakistan n'a pour l'instant pas donné grand-chose, alors que c'était sans doute on va dire la porte d'entrée de la BRI. Donc, un petit retour un peu plus structuré sur ça. Donc, le 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, il s'est donc déroulé le 17 et 18 octobre à Pékin. C'était le 10e anniversaire de l'initiative de la ceinture et de la route. Et on sait que ce qui est majeur dans ce projet, c'est les infrastructures. On sait que pour la Chine, ça a été aussi une manière, on va dire, de gonfler une partie de son PIB et surtout de trouver des débouchés extérieurs à son trop-plein industriel, à son trop-plein dans la production de fer, dans la production de matériaux de construction. Un trop-plein qui ne pouvait s'écouler à l'intérieur du pays puisque déjà les travaux d'infrastructure étaient et de construction d'immeubles étaient déjà en surchauffe et que la crise immobilière est aussi liée au fait qu'il y a eu trop finalement le fait de vouloir gonfler le PIB par des projets d'infrastructure, c'est bien, mais après si les appartements sont vides ou si les ponts ne mènent nulle part, évidemment ce n'est pas forcément aussi bénéficiaire, surtout au niveau des régions qui sont engagées là-dedans. Donc l'idée au départ des BRI, c'était aussi de soulager le surplus de la surproduction chinoise. Donc ce BRI, ça fait maintenant, l'idée avait été lancée en 2013 par Xi Jinping au Kazakhstan. Les principaux bénéficiaires, c'était le Pakistan, le Nigeria, le Bangladesh. Et il avait été calculé que, en fait, le projet BRI, ça aurait contribué à 2,6 à 3,9% en moyenne d'augmentation du PIB des pays en développement de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Donc, pas quelque chose de pas négligeable. Mais il faut se rappeler une chose, à savoir que la majorité des investissements chinois dans les BRI étaient liés à des secteurs, à des énergies non renouvelables. Entre 2014 et 2017, 91% des prêts au secteur énergétique accordés par les 6 grandes banques chinoises depuis la BRI étaient destinés à des projets de combustibles fossiles. Donc 91%, c'est énorme. Donc on voit aussi que les BRI sont aussi en porte-à-faux du point de vue écologique et aussi du point de vue humain. Donc en 2018, 40% des prêts au secteur de l'énergie ont été consacrés à des projets liés au charbon. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on parle de BRI comme nouvelle vitrine mondiale du développement. Oui, mais c'est une vitrine de développement qui est à majorité hyper carbonée et qui donc est liée à une surcharge au niveau évidemment environnemental. Donc on a calculé qu'en 2020, les énergies non renouvelables non hydroélectriques ne représentaient que 11% de la capacité centrale électrique chinoise à l'étranger contre 40% pour le charbon. Donc encore une fois,
on va dire, un gros paquet d'investissements liés à l'énergie fossile, la pire qui soit, à savoir le charbon. Alors, il y a eu beaucoup de critiques de la BRI, comme quoi c'était en fait une manière pour la Chine d'acheter de l'influence, ce qui est sans doute exact. Alors ensuite, on a développé la notion de debt trap diplomacy, et ça a été aussi critiqué. Alors maintenant, quand les gens parlent de la BRI, ils disent le mythe de la debt trap diplomacy, c'est pas vrai, que donc l'idée que la Chine utiliserait la BRI simplement pour piéger les pays dans une situation de dépendance, ça serait un mythe. Alors c'est pas peut-être un objectif principal, mais c'est souvent une conséquence. Et ça, c'est difficile d'éviter ça. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré tout, ce projet de la BRI, il a une consistance et il a une force de projection. C'est pour ça qu'il y a eu des autres pays ont voulu faire autre chose. Le G7, il avait en 2021 prévu le Build Back Better. Ensuite, et il y a eu le Blue Dot Network en 2019. Avant. Et il y a eu aussi le corridor économique Moyen-Orient-Europe du G20 en 2023, sur lequel il faudra reparler. Donc, ce que ça montre la BRI, c'est que évidemment, la guerre économique, c'est finalement la continuation de la géopolitique, mais juste par d'autres moyens, au moyen des investissements. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.